Encore, professeur. Ouh, gourmande. Oh, j'adore ça. Oh, elle est énorme. Énorme. Là, je crois que c'est bon, là. Vous êtes sûr? Là, j'en ai assez pour savourer. Une super grosse tartine de miel, professeur. Hey! Salut à vous, mes petits chasseurs-cueilleurs. Vous allez bien? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler des abeilles. Ces merveilleux petits hyménoptères. Si discrets, mais à qui nous devons tant? En réalité, nous allons surtout parler de leur disparition. Générique! Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Quand on évoque le déclin des abeilles, j'entends souvent les gens dire « Alors comme ça, tout augmente. Le prix des clopes, les impôts, tu vas voir bientôt, on va payer notre miel super cher. » Mais ferme ta gueule. Eh oui les amis, si les abeilles viennent à disparaître, c'est la grosse cata qui pue des pieds. Souvenez-vous, mon illustre confrère, Albert Einstein, aurait prédit... E égale M6. Eh non Albert, non. De toute façon, les jeunes n'en ont rien à foutre. Ils préfèrent se masturber sur YouPorn, il y a Big Boobs, Interracial, Non, Albert Einstein aurait donc prédit que si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'en aurait plus que pour 4 ans. J'ai dit ça, moi. Ben, je suis pas la moitié d'un con. Et il n'avait pas totalement tort. Aujourd'hui, je vous propose de vous éclairer la ruche sur le déclin de ces merveilleux petits insectes qui nous entraîneront inéluctablement dans leur chute. L'abeille fait partie de la grande famille des insectes. Il en existe 25 000 espèces différentes. La plupart sont solitaires. L'abeille européenne, Apis mellifera, est celle que nous semi-domestiquons pour sa production de miel. Les abeilles ont besoin des fleurs car elles se nourrissent du pollen et du nectar qu'elles produisent. En retour, les fleurs ont besoin des abeilles car celles-ci, en butinant, transportent les grains de pollen produits par les organes mâles jusqu'aux organes femelles d'une autre fleur. Ainsi, l'abeille féconde les milliers de fleurs dont elle se nourrit. D'ailleurs, les premiers insectes pollinisateurs sont apparus sur Terre à peu près en même temps que les fleurs, il y a 200 millions d'années. Mais depuis 20 ans, leur situation s'est dégradée comme jamais. Donc je pars pisser et vous faites votre vie, Sophie, c'est ça? Pardon, professeur. Écoutez, ma petite Sophie, on est sur YouTube. On n'a pas le temps d'expliquer le fonctionnement de la ruche, la reine, les ouvrières, les faux bourdons, tout ça, c'est trop dense. Internet, ça dépote, pique pas pouf. Mais professeur, le miel, c'est magique. Pensez que pour faire ce kilo de miel, les butineuses ont parcouru 40 000 kilomètres. Le miel est imputrescible. Il a des vertus innombrables et incomparables. Il est sucré, tonifiant, stimulant, antimicrobien, antibiotique, antifongique, antiviral. Il est onctueux et savoureux. Il est délicieux pour la peau. Il est nourrissant, hydratant, cicatrisant, anesthésique, lubrifiant. Roger that, Steven. Chers amis, sachez que l'abeille réagit comme une espèce sentinelle. Cela veut dire que c'est la première à tomber malade lorsque l'environnement se dégrade. 200 000 espèces végétales environ dépendent de l'abeille pour leur pollinisation. C'est le cas du framboisier, de l'amandier, du tournesol et de la plupart des arbres fruitiers. Selon l'INRA, L'Institut national de recherche agronomique. 84% des espèces végétales cultivées en Europe dépendent des insectes pour leur pollinisation. Et 90% de ces insectes sont des abeilles. Regardez ce diagramme de la pollinisation. Voici la part effectuée par les insectes. Voici la part effectuée par d'autres facteurs de pollinisation, comme le vent par exemple. Et voici la part des abeilles. C'est éloquent, n'est-ce pas? Et savez-vous pourquoi l'abeille est le plus performant de tous les insectes pollinisateurs? Je sais pas, dites toujours. C'est grâce à ses poils.
La biatch, elle féconde comme une chienne. À la fin des années 90, on a observé dans les pays industrialisés un nouveau phénomène de mortalité anormale et récurrente dans les ruches. Tellement grave qu'on lui a donné un nom à l'américaine. Colony collapse disorder. En français, le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Localement, certains apiculteurs ont perdu jusqu'à 90% de leur cheptel. Des ruches vidées de leurs butineuses, mortes dans la nature, ou n'ayant jamais pu retrouver le chemin de la maison. Ce phénomène s'illustre aussi par un entassement de cadavres d'abeilles autour de la ruche et dans la ruche du jour au lendemain. Dans le monde, 300 000 colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Cela représente 10 milliards d'abeilles qui meurent chaque année. Cette surmortalité est un fléau pour les apiculteurs. En France, on en compte 1000 de moins. Chaque année. Avant toute chose, mes petits blocs de tofu, sachez que le déclin des abeilles est un phénomène multifactoriel et que c'est la combinaison de toutes les menaces qui pèsent sur les abeilles qui justifie de cette immense mortalité. Je sais que vous aimez les top 10, on va donc se faire un top 4 des causes de mortalité des abeilles. Number 4. Les causes naturelles. Tout d'abord, la météo. Chaque hiver, la démographie des ruches chute, car les réserves de miel constituées du printemps à l'automne ne peuvent subvenir qu'à une colonie restreinte. Par ailleurs, les modifications climatiques des dernières décennies perturbent le cycle des abeilles. Ensuite, il y a les prédateurs naturels, comme le pivert qui se repaît des larves de la ruche, mais aussi les prédateurs qui mangent les réserves de miel. C'est le cas du blaireau, de la martre et de cet infâme Winnie l'ourson, cet asexué mollasson qui est pas foutu de mettre un slip. Attention, professeur! Calmez-vous, professeur. Les hommes ont exterminé la quasi-totalité des ours sur le territoire français. Donc tout va bien. Elle a fait peur, la conne. Comme nous, les abeilles ont besoin d'une grande diversité alimentaire pour garantir leur bonne santé. Dans la nature originelle, elles ont le choix entre des centaines, voire des milliers de fleurs à butiner. C'est cette variété de pollen qui renforce leur défense immunitaire. Malheureusement, dans le monde entier, dans les zones agricoles, on ne cultive parfois que des milliers d'hectares d'une seule plante. Alors ça donne des milliers d'hectares de colza par-ci, des milliers d'hectares de tournesol par-là. C'est ce que l'on appelle la monoculture. Les abeilles ne peuvent alors butiner qu'un seul type de plante. C'est comme si nous, on bouffait des patates toute l'année. Mais le pire, c'est que quand les champs sont récoltés, il ne leur reste plus aucune fleur nulle part pour se nourrir. Croyez-le ou non, l'une des causes de mortalité des abeilles, ce sont les mauvaises pratiques en apiculture. Mais c'est incohérent. Pour bien comprendre, on va regarder comment c'est foutu dans une ruche. La ruche, c'est l'habitat artificiel de l'abeille pensé par les humains. Tout d'abord, la partie basse. Le corps de ruche. Cet espace est composé de cadres. C'est ici que les abeilles construisent les alvéoles dans lesquels la reine va pondre ses œufs. C'est aussi là que les ouvrières nourrissent les larves, que les butineuses rapportent le pollen et le nectar, mais également là que les mâles, Les faux bourdons. se font entretenir la couenne par les meufs. Bref, c'est là que ça vit dans la ruche. Sophie, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Vous avez déjà vu une abeille avec une moustache? Oh mais non, professeur, on veut Toujours à me censurer. Les abeilles sont prévoyantes. Elles produisent toujours plus de miel que ce dont elles ont besoin pour survivre. Ce surplus, elles le stockent dans la partie supérieure de la ruche. On l'appelle la hausse. Exactement la même structure que le corps de la ruche, sauf que la reine ne peut pas y accéder. Elle est bloquée par cette grille. Du coup, à l'intérieur, on ne retrouve ni larves, ni œufs, du miel, seulement du miel. Et c'est ici que les apiculteurs leur tapent les réserves depuis 8000 ans. Le prélèvement de miel se fait du printemps à l'automne. Cela représente en moyenne 15 à 20 kilos par ruche. Pour certains observateurs scientifiques et même apiculteurs, c'est beaucoup trop. La survie des colonies dépend de ces réserves constituées. Et prélever ce surplus de miel sur des ruches déjà affaiblies est une pratique très discutable. Les rendements ne justifient pas tout.
Pour compenser le manque de miel généré par le prélèvement, les apiculteurs pratiquent le nourrissement des abeilles. Pour vous la faire simple, on remplit les couvre-cadres de compléments alimentaires, vitamines, sirop de glucose, glycistrite, qui ne remplaceront jamais les qualités nutritives du miel. En gros, on traite parfois les abeilles comme des vaches à miel. Oui, alors, Sophie, heureusement, ces mauvaises pratiques demeurent extrêmement minoritaires, hein? Nous soutenons une apiculture raisonnée. Dans la nature, pendant le vol nuptial, la reine des abeilles se fait féconder par une quinzaine de faux bourdons qui lui remplissent sa spermathèque. Ah. Reine ou pas reine, autant vous dire qu'à la fin de la journée, elle marche en canard. Ce grand nombre de partenaires sexuels garantit la diversité génétique de la colonie. Mais dans certains pays, les reines sont inséminées en laboratoire par les spermes des mêmes faux bourdons. Ce taylorisme au service de l'apiculture a raison de la diversité génétique des abeilles. Viens, petit, viens. Elles sont consanguines, du coup dégénérées, du coup plus sensibles aux maladies. Voilà, viens, là ma belle. Ajoutez à cela que les ondes électromagnétiques de notre monde moderne perturbent le système de navigation ultra sensible des abeilles. Et oui, mes petits faucheurs d'OGM, sachez que pour retrouver le chemin vers la ruche, les abeilles se repèrent au soleil, aux odeurs, mais également aux ondes électromagnétiques de la Terre. Faute de retrouver leur chemin, elles meurent dans la nature. Les antennes relais de la téléphonie mobile seraient en grande partie responsables de ce dérèglement. Salut Harry! Salut Lyle! Alors t'as trouvé le chemin de la ruche? Non! Ah bah moi non plus! Mais sinon, qu'est-ce qu'il est dans cette place? Attends! Vous êtes perdu, poil au cul. Bon, on y va? Où ça? Numéro 2. Les menottes venues de Tine. Arrêtez ça tout de suite, professeur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous allez vraiment trop loin. On nous a reproché d'être sexiste, vulgaire, racoleur. J'aimerais bien éviter d'être taxé de racisme, si vous voulez bien. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les Chinois ne parlent pas comme ça. Ah oui, et ils parlent comment les Chinois? Ils parlent comme ça. Manubidou, ton plat, ton emporté. T'es emporté, boule coco offerte. Le varroa, vous connaissez? C'est un petit acarien de 2 mm qui vit sur le dos des abeilles. Il leur transmet des maladies et leur suce le sang. C'est un parasite mi-Mao Tse-tung, mi-Dracula. Mao Tse-Cula. Mais en tout petit. Et puis il y a le champignon Nosema serranae. Lui aussi nous vient d'Asie. C'est un petit peu le Jet Li des champignons. Il est très souvent retrouvé dans le cadavre des butineuses. Il s'attaque aux intestins de la petite Maya et peut décimer des colonies entières en hiver. En gros, les abeilles meurent de la diarrhée. Et enfin, le frelon asiatique. C'est un petit peu le Gengis Khan des frelons. Contrairement à son cousin le frelon européen, il sait voler en géostationnaire, ce qui lui permet d'attaquer les ruches. Alors bon, c'est pas tant qu'il bute des masses d'abeilles, mais il suffit qu'il s'attaque à une seule abeille pour que toute la colonie soit au courant qu'un danger les attend dehors. Alors les abeilles sont stressées, les butineuses ne sortent plus et ne rapportent plus la nourriture nécessaire à la ruche. Finish her! Wings. Fatality. Et enfin, number one, les pesticides. Les pesticides sont l'ensemble des substances utilisées en agriculture pour détruire les mauvaises herbes, Ce sont les herbicides. éradiquer les champignons, Ce sont les fongicides. anéantir les insectes, Ce sont les insecticides. ou encore pour fêter la chaleur. C'est la bouteille de cidre. Les premiers signes d'effondrement des ruches coïncident étrangement avec l'arrivée sur le marché de nouveaux pesticides au milieu des années 90. Et pour parler des pesticides avec nous ce soir, je reçois Pascal. Pascal, professionnel de l'apiculture dans la Marne. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pascal, vous avez souhaité témoigner à visage masqué, peut-être des menaces, des pressions de la part des firmes Non, chimiques. pas du tout. C'est juste que j'ai une très vilaine peau.
D'accord, mais alors la production s'est permise de modifier votre voix pour que vous ne risquiez Non, vraiment... non, pas du tout. Ma voix est normale, elle n'est pas modifiée. Je fais juste de l'hyperthyroïdie due aux pesticides, notamment. D'accord, alors du coup, justement, ces pesticides, nouveaux produits, quels dangers, quels sont-ils? Eh bien, il s'agit de produits de nouvelle génération, composés de néonicotinoïdes, qui agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils ne sont plus vaporisés sur les champs, mais chaque graine est enrobée de l'insecticide. Comme un M&M's. Oh oui, en quelque sorte. Je suis le démon. Excusez-moi, mais parfois je jouais de mon handicap pour faire quelques blagounettes. Ta mère, suivez vite en enfer. Merde. Oui, donc, comme un M&M's. Ce qui fait que la plante grandit avec ce pesticide dans ses tissus. Et la fleur de tournesol devient donc elle-même un poison neurotoxique pour les butineuses, qui se retrouvent donc incapables de voler et de retrouver le chemin de leur ruche. Ces produits, me semble-t-il, insecticides, avaient été interdits en Europe depuis 2004. Oui, c'est exact. Et ils ont été jugés responsables de la surmortalité des abeilles. Mais vous savez, les firmes chimiques trouvent à chaque fois de nouvelles molécules de traitement que les agriculteurs continuent d'utiliser. Alors désormais, si je comprends bien, l'insecticide est diffusé par la plante elle-même en continu. C'est incroyable, ça. D'autant plus que sa durée d'action est bien plus longue qu'un simple épandage, si bien que les produits se cumulent d'une année sur l'autre, et d'une année sur l'autre, et d'une année... Ta gueule. Ce sont donc ces mélanges qui sont les plus meurtriers pour nos abeilles. Vous autres apiculteurs, depuis des années, vous vous battez pour des contrôles plus stricts de la part des labos sur ces pesticides, parce que les labos n'analysent pas les effets des produits lorsqu'ils sont mélangés les uns aux autres. Et c'est ça que vous reprochez finalement à ces produits. De même, certains insecticides sont homologués car testés sans danger sur les butineuses, mais s'avèrent avec le temps mortels pour les larves. C'est le bordel, bah oui. Pascal, merci beaucoup de nous avoir apporté votre témoignage. Pascal, qui, je le rappelle, Merci. est apiculteur dans la Marne. Apicultrice, c'est Pascal, avec un E. On se fait la bise. Voyez-vous, ma petite Sophie, on se rend compte de l'importance des abeilles quand il n'y en a plus. C'est le cas en Chine, dans la province du Sichuan. Je vous y conduirai un jour. Là-bas, les abeilles ont presque complètement disparu. Du coup, les agriculteurs dans les vergers pollinisent à la main, avec des petits plumeaux trempés dans du pollen juchés sur leurs escabeaux comme des cons. J'ajouterais, professeur, enfin, si vous me le permettez, Ouais, bien sûr, absolument. qu'une ruche pollinise à elle seule plusieurs millions de fleurs par jour, gratuitement. Combien faudra-t-il payer d'ouvriers agricoles pour arriver à ce résultat? Ah oui, rien qu'aux États-Unis. Remplacer les abeilles par des hommes, ça coûterait 100 milliards de dollars. Et le kiwi? Sans les abeilles, les kiwis feraient des fruits minuscules, non commercialisables. C'est le cas de la plupart des arbres fruitiers, leur rendement serait divisé par 1000. 80% des végétaux disparaîtraient. Ah oui, et pour cause, seuls 25% des cultures dans le monde ne dépendent pas des insectes pollinisateurs. C'est très peu, c'est le cas du soja et du blé par exemple. Enfin, on va pas bouffer des galettes à la con au soleil vert. L'incapacité de l'agriculture à nourrir les populations pourrait même conduire à des famines et à des guerres à grande échelle. Et puis, imaginez la tristesse dans nos assiettes. Avec les abeilles. Sans les abeilles. Sophie, c'est horrible, on va tous crever, comme dans le film Phénomène de M. Night Shyamalan. Mais non, professeur, enfin, il y a toujours de l'espoir. Il suffit juste que les agriculteurs se sortent les doigts. C'est vrai, Sophie, vous avez raison. D'autant qu'ils sont de plus en plus nombreux à prendre conscience que le modèle agricole moderne, fondé sur l'usage massif de produits chimiques, n'est pas durable, pas durable. La solution, ce serait de passer de la monoculture à la permaculture, recréer des bocages, mettre des fleurs dans les cultures et faire un environnement propice au développement de l'abeille. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le rendement agricole n'est pas une affaire de produits chimiques. Ça, c'est bien vrai. J'en veux pour preuve. Tenez, le chiffre d'affaires induit par la pollinisation des insectes a été estimé par l'INRA à 153 milliards d'euros. C'est bien plus important que la part des pesticides.
Bon, dans un monde parfait, on sauverait les abeilles parce que c'est juste, mais que voulez-vous? Dans un monde régi par l'argent, c'est la perte de profit des agriculteurs qui va sauver les butineuses. Et même contre le terrible frelon asiatique, il existe une solution. Certains apiculteurs élèvent des poules autour de leur ruche. Ils bouffent les frelons, mais pas les abeilles. C'est génial. C'est génial. Mais bon, le grand changement ne sera pas sans l'action des pouvoirs publics. Eh oui. En retirant du marché les substances phytosanitaires toxiques, ils permettront un retour à la normale des populations d'abeilles. Bon, ben voilà mes petits chasseurs-cueilleurs. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Je vous encourage à participer à la prise de conscience générale en protégeant les abeilles. Laissons pousser des friches dans nos jardins, semons des fleurs. Apprenons à nos enfants à les aimer dans la nature plutôt que coupés dans des vases. Expliquons à Mimi qu'il faut qu'elle arrête de vaporiser du Roundup dans ses massifs de fleurs. Ça flingue toute la faune et la flore qui font la richesse de nos jardins. Il existe des solutions naturelles pour tous les travaux de jardinage. C'est vrai, mangeons des fruits de saison, soutenons les apiculteurs, parrainons des ruches, consommons du miel produit à côté de chez nous. Voilà mes petits chasseurs-cueilleurs. Je vous laisse partir butiner la vie et répandre ces nouvelles comme une traînée de pollen. On se retrouve la prochaine fois et d'ici là, nous vous couvrons de baisers sucrés. Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube.